les amis, bienvenue rue Drouot dans le 9e arrondissement. C'est une courte artère de 300 mètres de long qui n'est pas très impressionnante et pourtant elle a une réputation internationale grâce à la présence de l'hôtel Drouot. C'est la salle des ventes française depuis 1852. Une grande partie du quartier vit de cette activité avec la présence d'antiquaires, de commissaires-priseurs ou bien encore d'experts. Mais ce village très central accueille depuis quelques années déjà des commerces d'un tout autre genre. Rue Drouot dans Paname, c'est adjugé vendu. Cette semaine, à proximité de l'hôtel Drouot, dans le 9e arrondissement, Paname va à la découverte d'un collectionneur passionné et passionnant de miroirs qui défie le temps. C'est une pièce exceptionnelle. Par son époque, son style et sa rareté. Frédéric Gersal remet en lumière l'histoire des temples dédiés aux lèche-vitrines. Autour de 1850, on comptait 150 passages dans Paris. Ensuite, dans un dark store, Yvan va relever un défi. Remplir un panier de commandes en seulement 2 minutes. Plus on travaille vite, plus après le coursier il est serein pour sa livraison. Enfin, par l'odeur alléchée, dans une caverne à fromage qui est aussi un restaurant, la gourmandise deviendra une bénédiction. On a découvert que la texture de la tête de moine était vraiment très agréable en goût. Mais tout de suite, Yvan va entrer dans un lieu mondialement connu où s'adjugent en moyenne chaque année 500 000 lots d'objets rares, anciens ou très précieux. À 15 000. À 15 000, elle juge. Bonjour maître. Bonjour. Ça vient juste de démarrer apparemment. Ça vient juste de démarrer, ça part très bien. Ouais. 900, 1000. C'est l'aboutissement de plusieurs semaines de travail. 1200. Même si aujourd'hui ça a perdu un peu de sa... grâce à Internet, grâce ou à cause. Ou à cause, oui. C'est-à-dire qu'il y a moins d'acheteurs en salle. Disons qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs, mais on a beaucoup plus de monde derrière l'écran. 600 téléphones. Il peut D'accord. arriver 500, 600, 800 personnes derrière l'écran. Là, on va peut-être laisser la vente se poursuivre, maître. Ouais. Et je vais parler maintenant avec le boss, le patron de Drouot. Vous allez me raconter l'histoire de ce lieu qui est quand même incroyable. Qui est unique au monde. On y va? On y va. 500. Très raisonnable à 500, pas sûr. À 500, pas d'amateur. À 500. 500. Dites-moi, maître, quand on se balade ici, dans l'hôtel Drouot, on n'imagine pas que l'institution elle date de 1852. Qu'est-ce qui reste de cette époque-là? Il reste l'esprit déjà. C'est toujours les commissaires-priseurs qui mettent en commun leur patrimoine et mutualisent toutes leurs forces, alors on est concurrents entre nous, pour avoir l'outil le plus adapté au marché de l'art dans le monde. En période pleine, on a 5000 personnes par jour. Ouais. Et regardez autour de vous, tous les gens sont sérieux, passent de salle en salle. Il y a assez peu de curieux finalement. La force de Drouot également, c'est on rentre pour acheter une estampe et on ressort avec une tapisserie. C'est ça. Ou un bijou. Ouais. Bon, ça c'est la force. Et puis c'est des histoires aussi, Drouot. Et des histoires. Comme chaque matin dans la salle des ventes, pour donner une foule fiévreuse et impatiente, ceux qui pour quelques sous rachètent pour les vendre, les trésors fabuleux d'un passé qui n'est plus. Moi, quand on m'évoque Drouot, je pense toujours à la chanson de Barbara, parce qu'elle raconte vraiment. Ouais, elle est très vraie. Elle est très vraie. Moi, j'ai vécu ces scènes. Je déconseille la plupart du temps aux héritiers de venir à la vente. J'ai vécu plusieurs fois des héritiers qui disent non, je viens, ça me fait plaisir, j'ai envie, et au bout d'un moment partir, parce que Ouais. l'émotion est trop forte. Ouais, ouais. De voir le guéridon de leur père, ou je ne sais quoi, ou le tableau devant lequel ils ont passé des années, qui part et qui part sous le bras d'un inconnu. Il y a quelque chose, mais la chanson est parfaite. Maître, on va se quitter sur cette merveilleuse chanson de Barbara. Merci de nous avoir expliqué comment Merci à fonctionnait vous. ce lieu. Merci à vous. Et moi, je vais rejoindre le maître Lucien. Et je crois qu'il va me raconter comment fonctionne précisément une vente et à qui ça Formidable. s'adresse. Pas même ce souvenir, aujourd'hui disparu. J'ai vu qu'il y avait de très, très, très jolies montres et très jolis bijoux à vendre ici. C'est une assez jolie vente de bijoux qui est organisée par Drouot Estimation, c'est-à-dire le service des estimations gratuites de Drouot. D'accord. Alors moi, je voudrais savoir comment ça fonctionne, une vente. D'abord, qui est sur la scène? Alors sur la scène, vous avez le commissaire-priseur qui tient le marteau, qui dirige les enchères, qui est le magistrat de la vente. À ses côtés, il y a la personne qu'on appelle le clerc aux étiquettes,
qui distribue les étiquettes aux transporteurs qui se trouvent dans la salle et qui véhiculent les objets. Et puis, à ses côtés, se trouve la clerc au procès-verbal qui prend note de tout ce qui se passe au cours de la vente. Le nom de l'acheteur, l'adresse de l'acheteur et le montant d'adjudication. Donc on a sur la scène, ce qu'on peut appeler la scène, parce que c'est un peu un théâtre. La tribune. La tribune, mais c'est quand même un peu un théâtre, une salle de... C'est un théâtre, c'est comme ça que je l'entends, personnellement. Pas d'autres amateurs à 3000. Je vais adjuger. Une fois qu'on a eu son enchère, qu'elle a été adjugée, alors c'est quoi? Qu'est-ce qui marque la fin d'une enchère exactement? Alors la fin des enchères se termine par le prononcé du mot adjugé et non pas le coup de marteau. Le coup de marteau est une solennité en France. Un marteau, c'est une solennité depuis le Moyen-Âge en France. À partir du moment où on prononce le mot adjugé, le transfert de propriété entre le vendeur et l'acheteur est effectué juridiquement. D'accord. La vente est parfaite. D'accord. Maître, quel conseil vous donneriez, vous, à quelqu'un qui n'a jamais osé franchir les portes de Drouot? Alors là, il ne faut jamais se précipiter. Parce qu'il y a des us, il y a des coutumes, il y a des codes. Et ces codes, il vaut mieux les comprendre. Et puis d'autre part, c'est un monde qui peut être très addictif. Donc il faut y aller tout doucement, sereinement, avec beaucoup de calme. Et voilà. Comme le jeu. Parce que c'est un jeu aussi. Mais c'est un jeu passionnant, c'est un jeu absolument extraordinaire. Il n'y a pas de meilleur jeu au monde, selon moi. Maître Lucien, on va laisser la vente se dérouler, qui a l'air de bien se passer apparemment. Parfaitement bien. On va inviter une dernière fois les Parisiens à venir vraiment à l'hôtel Drouot. C'est ouvert pour tout le monde. En plus, autour de cet hôtel, il y a une activité absolument incroyable liée à l'hôtel Drouot. Extraordinaire. Tout le quartier bruisse autour de Drouot. Et là, je vous invite à rencontrer Vincent Guerre. C'est une des figures du quartier. Il est spécialiste des cadres anciens et des miroirs. Et vous allez voir, c'est une surprise extraordinaire. Aussitôt dit, aussitôt parti. Pour plonger dans un monde de reflets fascinants. L'atelier de Vincent Guerre. Ce véritable historien du miroir possède des pièces au mercure qui défient le temps et grâce auxquelles il a pu restaurer une partie de la Galerie des Glaces à Versailles. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour Yvan. Je suis envoyé par Maître Lucien qui m'a dit qu'il ne faut pas louper l'atelier de Vincent Guerre. Il a eu raison, c'est exceptionnel parce que c'est rare. En fait, je suis le seul un peu dans mon métier à avoir axé mon travail autour d'un matériau qui s'appelle le miroir ancien et qui sont ce qu'on appelle les miroirs au mercure, qui ont été fabriqués jusque vers 1850-1860. Alors là, on a quoi par exemple? C'est un miroir au mercure ou un miroir de nouvelle génération? Là, vous avez justement un miroir en mercure avec toutes ses qualités. Celui-ci est en 18e. Et on voit justement des petites bulles, des traces sur le verre, qui sont les signes de la manière dont il a été fabriqué à l'époque de Louis XIV, qui correspond à l'époque du cadre. À quoi on reconnaît un miroir au mercure? Quand vous l'éclairez avec une lampe torche ou avec la torche de votre téléphone portable, il y a en règle générale des petites particules qui viennent scintiller. Alors c'est plus ou moins visible. Oui, on les voit. Voilà, on les voit. On connaît l'histoire de ce miroir? On sait d'où il vient? Alors, celui-ci vient d'une très jolie maison en Bourgogne. C'est certains miroirs dont je connais très très bien l'histoire. Il y en a un que je peux vous présenter. Je l'ai racheté dans le château pour lequel il a été fabriqué. Je vous présente ce très beau miroir qui brille de tous ses feux. Vous pouvez remarquer ici, quand on regarde bien, c'est pas une petite caméra, c'est en fait un ancien nid de guêpe qui s'est fossilisé et qui est resté dans un des méandres du fronton. Incroyable. Et j'ai trouvé l'histoire suffisamment drôle pour ne pas l'enlever. Ça, c'est une pièce exceptionnelle. C'est une pièce exceptionnelle, hein. Par son époque, son style et sa rareté, mais par les matières qui la composent. Et tout ce qu'on a autour de nous là, qu'est-ce que c'est ces verres, Alors ces ça, miroirs? c'est encore plus exceptionnel et encore plus rare parce que vous avez une accumulation de 15 ou 20 ans de travail dans la miroiterie. Alors là, on n'est plus dans le bois doré, mais on est dans le miroir. C'est ce qu'on appelle les fameux miroirs en mercure. Là, c'est le nerf de la guerre, c'est mon stock. Vincent, qui sont les acheteurs de ce type de miroir? Le plus logique, c'est ce qu'on appelle les monuments historiques, ou les propriétaires ou les monuments historiques d'État, dans lesquels on reconstitue des ouvrages qui ont été abîmés, les vicissitudes du temps. Les deux exemples, le plus récent est l'hôtel de la Marine, qui est d'actualité en ce moment, dans lequel j'ai beaucoup travaillé.
Et la Galerie des Glaces, par exemple, à Versailles, où j'ai donc changé 48 miroirs en recoupant des miroirs d'époque Louis XIV aux dimensions et qui ont retrouvé leur place, enfin une place à côté des miroirs qui étaient des miroirs d'époque qui n'ont quasiment jamais bougé de la galerie. Vincent, un miroir, c'est effectivement un miroir, comme ça. Puis c'est aussi un cadre aussi, parce que c'est un tout, un miroir. C'est essentiel, c'est une question d'équilibre. L'équilibre, vous en avez un peu autour de vous, mais vous en avez surtout au premier étage. On peut aller les voir ensemble. On y va. Bravo. Alors, explique-moi, Vincent. À propos des cadres, il y a des cadres spécifiques au tableau, il y a des cadres spécifiques au miroir, ou c'est les mêmes? Alors, ils peuvent se rencontrer de temps en temps, mais c'est assez rare. Vous avez quand même des cadres qui sont beaucoup plus spécifiquement dessinés pour des tableaux, ou même des dessins, alors qu'un cadre tableau a une identité qui doit se faire oublier par rapport au tableau et magnifier le tableau. C'est vraiment... Ça, par exemple, c'est un cadre de tableau ou un cadre de... Alors ça, c'est un cadre de tableau, mais extrêmement particulier. C'est un cadre du XVIIe siècle italien qui a été dessiné par un artiste qui s'appelle Stefano della Bella, qui est un artiste milanais et dans lequel il a joué à cache-cache, en fait, en mettant des petits paysages, des petites têtes de personnages, des cavaliers, alors que quand vous le regardez d'un peu loin, vous avez l'impression d'un faux marbre ou d'une fausse écaille. Bon, je ne demande pas le prix, hein, ça sert à rien. Je peux vous en donner un, 6 000 €. 6 000 €? Ah oui, quand même. Bon, en même temps, c'est exceptionnel. C'est totalement exceptionnel, oui. Au départ, tu étais marchand de cadres, c'est ça? Ça a commencé comme ça pour toi? L'histoire est inverse. Je n'ai jamais voulu être marchand de cadres. Donc, c'est histoire de contredire. Et en fait, comme j'étais passionné par les cadres depuis très longtemps, par atavisme, puisque je suis né dans un atelier de restauration de bois doré, mon père était antiquaire aussi, donc je baignais là-dedans. Pendant très longtemps, j'ai fait plutôt une impulsion. Puis ça m'a rattrapé. Et le miroir est arrivé après. Là, c'est mes clients qui sont venus me voir, en particulier François-Joseph Graff, un décorateur parisien assez connu, qui m'a appelé un jour en me disant « Monte dans l'immeuble en face, il y a 18 miroirs à placer, je veux que tu les fasses pendant 15 jours. » Et en 15 jours, j'ai trouvé des miroirs, une table, une roulette, découpée, installée. Et aux innocents les mains pleines, ça a marché. Et de fil en aiguille, je suis devenu miroitier. Vincent, il y a des miroirs qui sont plus ou moins sympas. Il y en a surtout qui ne sont pas sympas du tout, qui peuvent être très déformants, comme celui qui est juste derrière vous et que vous pouvez... Celui-ci, là? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est ce qu'on appelle les miroirs de foire. Ah oui, il est vraiment pas sympa, miroirs qui étaient suspendus et qui étaient là pour vous effrayer. Ah oui, là, c'est clair qu'on n'a pas envie de lui demander « Miroir, mon beau miroir, qui est le plus beau hein. ?» Merci, Vincent. Autour de Drouot, il y a aussi tout un réseau de passages couverts. C'est une balade à travers le temps qui va débuter en compagnie de Frédéric Gersal. Ces galeries représentent la quintessence d'un chic parisien où l'on pouvait flâner en restant à sec, hors des rues souvent boueuses et encombrées par les calèches. Et ça commence par le passage Verdot. Mon bon Frédéric. Ah que coucou. Comment allez-vous? Mais très bien, toujours heureux de vous revoir. Devant ce beau passage Verdot. Voilà, on est sage, nous, mais là, c'est passage. On va faire un voyage dans le temps, là, je bah crois. oui, on va se promener. Et puis, je vais vous raconter l'histoire de ces passages. Avec grand plaisir. Moi, j'adore parce que là, c'est très parisien ce qu'on fait quand même. Oui, hein. oui, absolument. Emprunter les passages. Alors, ces passages, ça, c'est le passage Verdot. En fait, c'est une rue qui est couverte, quoi, littéralement, couverte par sa verrière en forme d'arête de poisson. C'est comme ça qu'on la présente, en tout cas. Donc, il faut imaginer. Vous le renversez dans votre assiette et puis vous... Ah oui, je comprends maintenant. Voilà. Je vois. Il y a beaucoup de marchands d'art, là, de bouquinistes. Oui, évidemment. Et donc des collectionneurs s'en donnent à cœur joie ici. Il y a des boutiques spécifiques. Tout ça parce qu'on est tout proche, évidemment, de la salle Drouot. En fait, on fait du lèche-vitrine, tout en marchant à pied sec. Autour de 1850, on comptait 150 passages dans Paris. Ah oui. C'est une spécificité parisienne. Hein. Et les Parisiens adorent ça. 150 au 19e, il n'en reste plus que combien maintenant? 17, 19. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce passage? Autour de 1850, ça a commencé à décliner. À partir du moment où Haussmann a transformé Paris, et les grands magasins sont arrivés. Donc on faisait moins du lèche-vitrine, de petites boutiques. On était moins galerie marchande, on était plus grands magasins à cette époque-là. Et ça continue. Voilà, exactement. Ils se succèdent comme ça. Ils sont juste coupés par des rues comme la rue de la Grange Batelière que l'on a là. Donc là, on a un autre passage, le passage Jouffroy. Jouffroy, qui est plus ancien et qui est assez typique et qui a une particularité. Ah bon? D'ailleurs, on peut y passer la nuit.
Ah ouais. Figurez-vous qu'il y a un hôtel à l'intérieur. Ah, génial. Un des plus anciens hôtels de Paris. C'est très chic ici. Ça, Alors, c'est qu'est-ce que c'est C'est le exactement ça? chauffage par le sol. D'accord. Avec une machinerie évidemment en sous-sol qui permet d'envoyer l'air chaud. C'est plus le cas, ça ne Voilà. fonctionne plus maintenant. Non. C'est terminé. Oui. Et il y avait l'électricité à l'époque. Il y avait l'électricité. Et ça, Ça c'était aussi, c'est une vraie Révolution. C'était un passage très très fréquenté ou pas? Très fréquenté. Et pour plusieurs raisons. D'abord, Drouot, évidemment. Et puis... Les grands boulevards. Les grands boulevards, de l'autre côté. Donc c'était très couru de venir ici. C'était très chic de se montrer. Puis là, ce que je voulais vous montrer, cet hôtel Chopin, il n'y a aucune serrure sur cette porte, Ah oui, c'est curieux ça. qui fait que c'est un hôtel qui n'est jamais fermé depuis sa création en 1840 et des poussières. D'accord. Jamais fermé. Jamais. Il y a toujours eu, ça a toujours été Sauf ouvert. il y a quelques mois, au moment de la pandémie. Alors, vous reconnaissez là Frédéric Chopin, Hein? dont le buste est installé logiquement Oui, sur un piano. À l'origine, quand il est créé, cet hôtel, il s'appelle l'Hôtel des Familles. Et puis petit à petit, au fil du temps, on se dit, mais Hôtel des Familles, ça fait trop penser à pension de famille, Ouais. qui n'est plus à la mode à partir d'un certain temps, notamment au début du XXe siècle. Donc c'est débaptisé et on va l'appeler l'Hôtel Chopin, même si Chopin n'a jamais vécu ici, n'a jamais dormi ici. C'est un hôtel un peu particulier parce qu'il n'a pas de fenêtre sur rue, hein, c'est Oui, ça? absolument. Quand vous ouvrez votre fenêtre d'hôtel, vous tombez au-dessus de la verrière du passage Jouffroy. Pardon. Merci Frédéric pour cette découverte. avec C'est un plaisir. endroit absolument incroyable. On sort de chez Chopin, on a le temps de prendre une petite chopine? Ah, ce sera avec plaisir, mais là, il faut que je continue ma Ah balade. bon, j'ai bon, plein bah, de moi, choses à- moi je vais par là. Oui, sur les grands boulevards. Ben voilà, Moi, je exactement. retourne vers Drouot et son univers. Ah bah génial. Bonne Merci balade. Frédéric. À Au revoir. bientôt. Merci Yvan. Yvan, insatiable curieux, a maintenant rendez-vous dans un lieu où il ne s'agit pas de flâner, où chaque minute est comptée. C'est parti pour la découverte d'un nouveau mode de commerce qui commence à se multiplier en toute discrétion. Ah, donc c'est eux qui... Bonjour Henri. qui ont testé. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour. Dis donc, faut vous trouver, vous êtes la supérette la plus cachée de Paris. Ah bah oui, il n'y a pas de clients qui rentrent. C'est quoi le principe de ce quoi on appelle ça? On appelle ça un dark store. Ça veut dire un magasin noir, caché. C'est un magasin qui ne permet pas l'accès aux clients. Et donc, ce qu'on fait, donc, vous voyez, c'est comme une supérette, sauf que on va aller livrer les produits aux clients et les clients ne viennent pas à nous. Moi, je t'invite à regarder un peu ce qui s'y passe. Alors comment c'est organisé ce Alors là, tu dark vois, store? c'est comme un magasin. Donc, tu vas avoir des étagères qui sont disposées extrêmement resserrées par rapport à un magasin normal. Le principe, c'est de livrer en combien de temps? Donc nous, on a une promesse de livraison en moins de 15 minutes. Il y a une commande, les gars. Bon, un exemple, hein, il me manque un petit pot pour mon bébé. Ouais. Hop, je commande, je clique et il arrive très rapidement. Voilà. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit? Alors, on est ouvert de 7h30 à minuit et demi. Donc, c'est quand même un horaire qui est extrêmement large pour répondre à tous ces besoins, que ce soit le matin, je me lève, il me manque un gel douche, du shampoing, du dentifrice ou même du petit déjeuner. On a pas mal de produits aussi sur la pause déjeuner, donc des plats préparés, des sandwichs, des boissons. Et puis, on a toute une série de produits pour accompagner l'apéritif et les soirées. Donc vous calez un peu en dehors des horaires d'ouverture des magasins plutôt classiques? Ouais. En fait, il faut qu'on puisse répondre à ces besoins d'instantanéité et plutôt de dépannage qui existent tout au long de la journée. Dépannage, ça veut dire qu'on ne trouve pas tous les produits ici. C'est quand même relativement large, mais on va avoir moins de produits qu'une grosse supérette de quartier. Ça existe déjà ailleurs ou c'est une pure invention de ta part? Alors, l'a lancé en France, on est les premiers à l'avoir lancé en France. En revanche, c'est un modèle qui est en train d'émerger depuis plusieurs années aux États-Unis et en Turquie, et qui émerge depuis quelques mois en Europe parce que c'est un gros marché. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça marche une commande. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah ça va, 2 produits, on va y arriver. Ok, c'est cool, on y va? On l'a fait? On y va. Bon, bah, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Bonne Merci journée. à toi, salut. Donc on a 2 produits, on commence par quoi? Bon, on va commencer par le sec parce que le frais, on va le garder au frais le plus longtemps Allez, je possible. te donne l'emplacement. Bar 9 JAC 608. JAC Oh là 608. là, il va vite. Hop là. Ah, plaisante pas. Ah bah, plus nous on est rapide, plus le livreur après il est serein pour sa livraison. Alors là, on va au Par 9, Par 9 BL, BL, BL B415. BL, ça veut dire bleu? B415. Oui.
Ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, tu marches vite, toi, Antoine. Hop là. On scanne le produit. Tac. Et c'est parti pour le coursier. Donc là, on a mis combien de temps à peu près? Là, pour tout préparer, on a mis maximum 2 minutes. On est dans les temps. Ah oui. Puis après, le coursier, lui, du coup, il va avoir bien le temps d'arriver tranquillement, sans prendre de risques. Et le client, bah, on lui a dit un quart d'heure, donc ce sera dans le quart d'heure. À gauche, à droite, à droite. Allez, c'est parti. Oh là là, tu vas trop vite. Après sa course contre la montre, Yvan va maintenant nous faire découvrir les bienfaits du temps qui passe et de l'affinement. Direction une merveilleuse caverne au fromage, qui est aussi un lieu de restauration, où chaque rayon titille, pas seulement les papilles. Salut Lalien. Bonjour Yvan. Par l'odeur alléchée, je suis entré chez toi. Ah. Il y a un petit fumé intéressant ici. Ah oui, il y a de quoi allécher ton odeur. Waouh, belle collection de quoi? De chèvres, là? Là, on est côté les petits chèvres avec un très court affinage. Et puis derrière, on a plein d'autres choses. Alors là, on est dans la partie fromagerie, hein? Oui, exactement, parce qu'on est vraiment très spécialisé dans le fromage, avec, comme je te disais, 100 à 150 fromages différents. Et là, tu es au milieu de la caverne au fromage. À ta droite, on a quoi? Tout ce qu'on appelle techniquement les pâtes pressées cuites, plus compréhensible, c'est les fromages, les meules de grand format, type comté, Beaufort, gruyère suisse. Voilà, c'est tous les fromages qui seront affinés plus longtemps, jusqu'à 3 ans d'affinage. Donc c'est important pour toi, le sourcing, hein? Moi, je dis souvent, très simplement et humblement, que notre travail, c'est de mettre en lumière le travail des producteurs qui pendant des mois et des mois, élèvent leurs vaches, leurs chèvres, fabriquent le fromage et puis tout l'affinage derrière. Donc il y a vraiment un processus long et sélectionner ces meilleurs fromages là-bas en amont, dans les régions, c'est vraiment notre travail. Un lieu que tu as baptisé Montbleu. Il y a la référence à la couleur bleue et au fromage bleu, donc qui est vraiment caractéristique des fromages. Et puis une référence, même si l'orthographe n'est pas évidente, au Mont Blanc, qui est les montagnes des Alpes dont je suis originaire. Je vais m'approcher de Gaspard pour regarder ce qu'il fait, parce que... Gaspard, qui est en train de tourner ses girolles de tête de moine. Tu peux t'entraîner à ça, parce que c'est assez original. Alors, le point le plus important, c'est que c'est fixé au milieu. Ouais. Il faut essayer d'avoir toute la surface du fromage sous la lame. En fait, la vision qu'on a là, ça rappelle un peu la tonsure du moine et qui fait référence au nom de la tête de moine. Oh là, ah oui, c'est un geste. Tournez un peu plus vite. Ah, il faut tourner plus vite, d'accord. Ben voilà. Et oui, c'est costaud, hein. C'est pas mal. Là, on arrête là, non? Et à peu près là, ouais. Là, c'est parfait, hein. J'imagine qu'il faut que le fromage soit dans de bonnes conditions. Exactement. Parce que si elle est trop sèche, les fleurs n'arrivent pas à se former et elles se détruisent tout de suite. Et si elle n'est pas assez sèche, elles vont se coller, se compacter et on ne va jamais réussir à faire une fleur. Et là, on est sur l'équilibre parfait pour pouvoir faire des belles têtes de moine. Voilà, on va manger un maintenant. avant-goût de la raclette et on va aller la manger fondue. Oh là là, c'est bon ça, c'est la fumée, moi j'adore. hein. On y va? On y va, tu prends les fromages. Merci Gaspard. Bon courage. Bonne journée. On a tout? Non, la raclette, ça se mange toute l'année, mais c'est quand même plutôt un plat d'automne-d'hiver. Hein. Oui, ça s'accompagne assez bien avec les soirées froides de l'automne-hiver, le soleil qui Ça tombe bien, on s'en approche. tôt. Voilà. Voilà, un peu de jambon de Félix. Damien, on va terminer l'émission ici, avec toi, dans ce bon endroit qui sent bon. Eh ben, écoute, j'étais ravi de t'accueillir et de te faire découvrir ma passion et cet univers. Et ce quartier formidable autour de Drouot, quartier très actif. Vivant, très mixé. Il faut y venir. Il n'y a pas que Drouot, hein, il y a toutes les rues autour qui sont très intéressantes. On va dire au revoir aux téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Je vous invite à voir au revoir cette émission sur france3.fr et puis à venir me parler sur les réseaux sociaux. Et puis évidemment, la semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau numéro de Paname.
Merci les amis. Moi j'adore, il y a un fromage que j'adore, tu vas voir. C'est le fromage de chèvre. J'adore ça. Bien. Allons goûter. J'ai vu que tu avais un beau plateau là. Ah oui, on est un chef d'œuvre. Oh là 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 là. Ouais, je l'ai déjà fait. Je suis très amateur de jeux de mots. Mais oui, j'ai vu ça. On fait entrer les gens en leur disant entrer sans faire de bruit. Là, on a envie de dire miroir, mon bon miroir. BL 415. BL 415, oui. 415, ah. Frédéric Charsal, passage Verdot, émission 178, première.